Salut tout le monde, Coach Sim pour une autre vidéo cette semaine. On parle de développement de fessiers. Donc la prise de masse, c'est quelque chose de super populaire dans le monde du fitness et spécifiquement au niveau du fessier, c'est quelque chose qui souvent chez les femmes est quand même très populaire. Souvent les femmes veulent développer leurs fessiers. Les gars, c'est quelque chose que j'ai tendance à recommander aussi. C'est pas parce que t'es un gars que tu vas avoir les fesses plates non plus. En développement de fessiers, il y a quand même plusieurs exercices qui sont super populaires et il y a plusieurs mentalités qui sont super populaires à ce niveau-là aussi. Pour ceux qui connaissent Bret Contreras, qui est l'inventeur du hip thrust, c'est un exercice qui est super populaire de nos jours pour la prise de masse au niveau du fessier, avec raison. Si tu as déjà essayé d'hypertrophier tes fessiers, tu as probablement déjà fait du squat et tu as probablement déjà fait du hip thrust. C'est deux exercices qui sont relativement différents, mais deux exercices qui sont très souvent utilisés pour le même objectif. L'affaire, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de mentalités différentes, il y a des mentalités qui sont un peu plus extrémistes que d'autres, et ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui vont bâcher sur le squat, il y en a beaucoup qui vont bâcher sur le hip thrust, qui vont dire que les deux sont inutiles, que ça fait pas de résultat, que ça fait juste travailler ci, ça travaille pas ça. Donc il y avait une étude spécifiquement qui avait regardé ça l'année passée et qui, je crois, avait quand même été relativement bien design. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes de gens et ils leur ont attribué un seul exercice. Soit ils faisaient du hip thrust, soit ils faisaient du squat pendant 9 semaines à titre de 2 fois par semaine. La première semaine, ils ont fait juste une séance plus comme d'acclimatation et ensuite de ça, les 8 semaines d'après, ils faisaient 2 séances par semaine, jamais 2 jours consécutifs. Donc les procédures étaient relativement simple. À chaque entraînement, chaque groupe faisait soit du hip thrust, soit du squat, et chaque groupe faisait toujours le même exercice. Et de semaine en semaine, ils faisaient entre 3 et 6 séries de 8 à 12 répétitions. Donc le rep range ne changeait jamais, mais plus les semaines avançaient, plus le nombre de séries augmentait aussi. Les chercheurs étaient avec les participants pour s'assurer que non seulement le tempo et les techniques étaient respectés, mais aussi pour les aider et les encourager à se pousser le plus fort possible parce qu'à chaque série, ils devaient se rendre à l'échec musculaire. Donc, ne plus être capable de compléter une seule répétition concentrique avec une bonne forme. Ce qui veut dire que de semaine en semaine, non seulement le volume augmentait, mais le volume à l'échec musculaire augmentait. Ce qui veut dire que c'était pas juste on ajoutait des séries un peu plus de warm-up, on ajoutait vraiment des séries all out. Donc après 9 semaines, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les résultats en termes de prise de masse, spécifiquement au niveau du fessier, étaient sensiblement les mêmes au niveau du hip thrust versus au niveau du squat. Je veux juste apporter un petit peu plus de nuances pour vous mettre en contexte puis vous donner une meilleure idée de quelle conclusion que je vais en tirer. Un des points qui est soulevé avec cette étude-là, c'est que comme les participants étaient débutants, c'était des gens qui ne s'étaient jamais entraînés de leur vie, approcher un exercice comme un squat, qui est un exercice qui est beaucoup plus technique et qui demande beaucoup plus de coordination pour être capable de bien le faire, d'apprendre ce mouvement-là en 9 semaines et de vraiment progresser le plus possible en 9 semaines quand tu n'en as jamais fait avant, c'est beaucoup plus difficile sur un exercice comme le squat que sur un exercice comme le hip thrust, qui demande beaucoup moins de coordination. Pour quelqu'un de débutant, c'est probablement beaucoup plus facile de progresser plus rapidement sur l'exercice comme un hip thrust versus sur un exercice comme le squat où est-ce que les premières semaines servent majoritairement d'apprentissage en termes de coordination, de comment bien faire le mouvement, de qu'est-ce qu'on est censé sentir, etc. Donc à ce niveau-là, c'est pas nécessairement une mauvaise étude. Ça veut juste dire que moi, je me questionne à savoir si ça avait été des gens qui avaient déjà quand même un peu d'expérience en entraînement. Pas obligé d'être des gens qui s'entraînent depuis 10 ans, mais si, exemple, ça avait été du monde qui avait au moins 1 an d'expérience, ne serait-ce que 6 mois, 1 an, peut-être que ces personnes-là auraient vu des meilleurs résultats sur le squat parce qu'il y aurait eu moins besoin d'avoir l'apprentissage en termes de coordination au début et ils auraient vraiment pu se concentrer à améliorer leur performance de semaine en semaine plus que juste améliorer le patron moteur et avoir un meilleur contrôle. Une autre chose que je retire de cette étude-là, c'est que beaucoup de gens en ce moment crient haut et fort que tous les muscles devraient être travaillés en position étirée et que les positions étirées vont toujours donner des vraiment meilleurs résultats que les positions contractées. Mais cette étude-là ne démontre pas ça du tout. Donc si on regarde dans cette étude-là, on prend le squat qui va être un exercice où est-ce que les fessiers vont être dans une position beaucoup plus étirée dans le bas du mouvement, où est-ce que la tension est la plus grande, et le hip thrust qui est complètement l'opposé de ça, donc la tension est la plus grande dans la partie où les fessiers sont le plus contractés, donc dans le haut du mouvement, et les deux ont quand même donné des résultats pratiquement identiques. Deux profils de résistance complètement différents, mais deux résultats très similaires malgré les profils de résistance différents. Donc si la prise de masse était vraiment nettement supérieure quand les muscles sont dans des positions étirées, je me serais attendu à avoir des meilleurs résultats dans le squat que dans le hip thrust. Surtout que de ce qu'on en sait présentement, des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle le stretch mediated hypertrophy, donc l'hypertrophie suite à un étirement. De ce qu'on en sait présentement, les muscles qui vont en tirer des bienfaits vont souvent avoir des gains significatifs dans les premières semaines, voire mois,
Mais généralement, ça va plafonner après ça, après plus ou moins 2-3 mois. Mais comme c'était des personnes qui ne s'étaient jamais entraînées de leur vie, si ça avait été le genre de gain qu'on aurait vu, on aurait dû les voir à ce moment-là, ce qui n'est pas arrivé. Donc l'argument de toujours devoir travailler tous les muscles en position étirée parce que ça donne toujours des meilleurs résultats n'a pas sa place ici, parce qu'en ce moment, le hip thrust est égal à un exercice en position contractée. L'autre point que j'en retire de ça, et c'est quelque chose que j'ai tendance à appliquer beaucoup avec mes propres clients, dans cette étude-là, le volume était égal. Pour qu'une étude soit valide, on n'a pas le choix d'égaliser le volume dans les deux groupes parce que sinon, ça serait considéré comme unfair. Donc, à volume égal, le hip thrust donnait sensiblement le même résultat que le squat. Par contre, si tu es quelqu'un qui a moindrement d'expérience en entraînement, tu as déjà fait du hip thrust et tu as déjà fait du squat, tu sais comme moi que le squat est beaucoup plus physiquement demandant que le hip thrust. Ce qui veut dire que, ok, les deux à volume égal donnent sensiblement les mêmes résultats. Sauf que si on a plus de facilité à récupérer du hip thrust, peut-être qu'on peut en faire plus fréquemment dans sa semaine et quand même bien récupérer de ça. Je rappelle que dans les dernières semaines, les participants faisaient 6 séries à l'échec musculaire sur leurs exercices. Je suis pas mal sûr que tu vas être d'accord avec moi que 6 séries à l'échec musculaire de hip thrust, c'est exigeant, mais c'est beaucoup moins exigeant que 6 séries de squat à l'échec, toutes les 6 séries. Ce qui veut dire que déjà faire 6 séries à l'échec musculaire de squat 2 fois dans sa semaine, c'était probablement très exigeant. Alors si on voulait monter le volume et je te disais, ok, on va faire une 3e séance de squat avec la même quantité de séries, tu m'enverrais peut-être chier parce que ça se peut que ça soit vraiment difficile. Versus le hip thrust, si je te dis qu'on fait une 3e séance avec 6 séries à l'échec aussi, oui, ça serait difficile, mais tu récupérerais quand même beaucoup plus facilement, surtout considérant que c'était littéralement le seul exercice que tu faisais dans ta journée. Donc à volume égal, ça donne peut-être sensiblement les mêmes résultats, sauf que si on est capable de récupérer plus facilement du hip thrust et qu'on est capable d'en faire plus fréquemment dans sa semaine, oui, à volume égal, ça va donner sensiblement les mêmes résultats, mais on peut augmenter le volume beaucoup plus facilement avec le hip thrust qu'avec le squat. Encore une fois, à volume égal, sensiblement les mêmes résultats, mais si on peut monter le volume et quand même être capable de récupérer et de bien progresser avec ça, peut-être que le hip thrust est supérieur. Parce que ce qui arrive avec un exercice comme le squat, c'est que comme le profil de résistance est le plus grand dans le bas du mouvement, donc où est-ce qu'on est en position beaucoup plus étirée, c'est aussi là qu'on a tendance à créer le plus de dommages musculaires. Donc plus de dommages musculaires veut non seulement dire que ta récupération va être plus lente, donc ça va prendre plus de temps avant que tes muscles soient capables de reproduire le même niveau de force et donc de tension, mais ça veut aussi dire que tu vas passer une plus grande portion de la synthèse de protéines qui va être élevée suite à ton entraînement pour réparer le dommage que tu vas avoir fait, plus que bâtir du tissu additionnel. Donc si on augmentait le volume au niveau du squat et qu'on augmentait par conséquent aussi le dommage musculaire qu'on faisait, ça voudrait dire qu'on passerait plus de temps en train de récupérer de cette séance-là plus que à bâtir du tissu, versus le hip thrust, où on vient travailler dans une position qui est beaucoup plus étirée, donc on limite beaucoup le dommage musculaire qu'on va faire par rapport au squat, beaucoup moins long à récupérer, beaucoup moins de dommages à réparer, donc une plus grande partie de la synthèse de protéines qu'on va produire suite à l'entraînement peut être utilisée pour bâtir du tissu musculaire. Donc encore une fois, à volume égal, sensiblement les mêmes résultats, mais si ton hip thrust, tu peux le faire 3-4 fois dans ta semaine, versus ton squat, tu peux seulement le faire 2 fois, parce que au-delà de ça, tu es incapable de récupérer, peut-être que le hip thrust est supérieur. Et là, la conclusion où je vais en venir avec ça, c'est pas que le hip thrust c'est la meilleure chose au monde, le squat c'est de la merde et tu devrais exclusivement faire du hip thrust. Ça, c'est le genre de tendance que beaucoup de gens vont prendre juste pour faire des claims hauts et forts qui sont extrémistes et qui vont être super controversés pour aller chercher des clics. C'est pas comme ça que je crois que ça devrait fonctionner. La réalité, c'est que les deux sont des super bons outils. Le hip thrust et le squat sont très bons pour développer les fessiers, sans mentionner que le squat développe aussi très bien les quads et les adducteurs, tandis que le hip thrust développe vraiment majoritairement le fessier. Il va y avoir une légère progression en termes de prise de masse au niveau des quads pour le hip thrust, mais ça va être extrêmement minime. Donc selon moi, tu devrais utiliser les deux. Le squat, c'est un exercice que je ferais moins fréquemment dans ta semaine, à moins que tu sois un powerlifter puis que ce soit un exercice que tu n'aies pas le choix de pratiquer vraiment fréquemment. C'est un exercice que je ferais moins fréquemment dans la semaine, mais c'est aussi un exercice qui va te donner ce qu'on appelle the biggest bang for your buck. C'est un exercice où, oui, tu vas aller chercher un bon développement au niveau du fessier, mais tu vas aussi aller chercher un bon développement au niveau des quads et au niveau des adducteurs. Par contre, si tu es quelqu'un qui veut vraiment spécifiquement mettre l'emphase sur ses fessiers et qui veut pas nécessairement avoir des plus grosses jambes en même temps, je dirais de te tenir peut-être un petit peu plus loin du squat et de te rapprocher un peu plus du hip thrust. Dans tous les cas, le hip thrust va être un excellent exercice pour développer tes fessiers et un exercice que tu vas pouvoir faire fréquemment si tu vas ajouter un petit peu plus de volume, vraiment spécifiquement au niveau des fessiers, et quand même être capable de bien récupérer et de performer. Donc encore une fois, c'est pas une question de trouver lequel qui est le mieux, c'est une question de voir comment est-ce que tu peux l'adapter à tes besoins à toi. Si tu es quelqu'un qui veut prendre la masse au niveau du bas du corps,
mais peut-être un peu plus spécifiquement au niveau du fessier, j'aurais tendance à dire combine les deux. Va chercher du squat et du hip thrust pour maximiser tes gains. Le squat va te permettre d'avoir un peu plus de développement général de bas de corps au niveau des quads, au niveau des fessiers et au niveau des adducteurs, tandis que le hip thrust va maximiser vraiment spécifiquement au niveau des fessiers. Par contre, si tu es quelqu'un qui veut aller chercher spécifiquement de la masse au niveau du fessier puis qui ne veut pas nécessairement avoir des plus grosses jambes, j'aurais tendance à te recommander de mettre beaucoup plus de ton volume sur des exercices plus isolés comme un hip thrust et de limiter les exercices comme le squat où est-ce qu'on va aller chercher un développement un petit peu plus général. Donc j'espère que ça t'a éclairé par rapport au squat et au hip thrust. J'espère que tu vas avoir une meilleure compréhension de comment tu vas pouvoir les appliquer aussi. Si tu veux avoir un peu plus d'informations comme ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo qui sort à toutes les semaines. Va t'abonner à mes comptes sur les réseaux sociaux et on se revoit la semaine prochaine.